souvent, on pense à homéopathie inflammatoire quand on a des gens qui se présentent avec des faiblesses musculaires, subaiguës ou même aiguës, ou des fois plus chroniques, avec des élévations des enzymes musculaires. Mais des fois aussi, les patients peuvent se présenter à nous avec de la dysphagie, de la maladie interstitielle pulmonaire, des arthrites, des raches au niveau de la peau. On vient d'entendre la docteure Valérie Leclerc. Elle est rhumatologue auprès des adultes à l'hôpital général juif affilié à l'Université McGill. Elle est également étudiante au doctorat en épidémiologie à l'Institut Karolinska à Stockholm en Suède et déposera imminemment sa thèse de doctorat. Son intérêt de recherche porte sur l'homyopathie inflammatoire. Elle fait d'ailleurs partie de l'équipe de recherche de l'Étude canadienne sur l'homyopathie inflammatoire. Elle est notre invitée pour cet épisode d'Autour de la rhumato. Bonjour, je suis votre animateur, le Dr Hugues Allard-Chamard. Je suis rhumatologue et professeur adjoint du département de médecine de l'Université de Sherbrooke. Bienvenue à ce deuxième épisode en français d'Autour de la rhumato. Nous sommes heureux d'accueillir la docteure Valérie Leclerc pour une discussion sur les myopathies inflammatoires. Valérie, bienvenue à cet épisode d'Autour de la rhumato. Merci de l'invitation. On va parler aujourd'hui des myopathies inflammatoires. Puis avant de tomber dans le vif du sujet, je veux savoir un petit peu, Valérie, d'où vient ton intérêt pour cette pathologie-là, qui est quand même pas la plus fréquente parmi toutes les pathologies rhumatologiques? En fait, moi, ça vient d'un cas que j'avais eu quand j'étais résidente de rhumato. Donc, un cas en fait, qui s'est avéré être une dermatomyosite anti-MDA5. Puis, c'était au début où la maladie commençait à être décrite. Puis, j'ai été vraiment fascinée par ces maladies-là multisystémiques peu connues. Puis ça m'a donné le goût d'en savoir plus. Puis finalement, il y avait un besoin aussi dans le milieu où j'étais d'avoir quelqu'un qui avait une expertise en myosite. Fait que je me suis lancée là, dans mon fellowship, puis je suis allée en apprendre plus sur les myopathies inflammatoires. Oui, puis peut-être que tu peux me dire un peu. Donc, c'est quoi l'expertise que tu as acquis sur les myopathies inflammatoires? Alors moi, je suis après avoir terminé ma résidence en rhumatologie adulte, à McGill, je suis allée faire 1 an et demi de formation complémentaire, à l'Institut Karolinska en Suède avec le professeur Ingrid Lundberg, qui a tout en fait un programme de recherche autour des myopathies inflammatoires, puis aussi une grande cohorte de patients, à l'Institut là de myopathies inflammatoires. Fait que je suis allée poursuivre ma formation avec l'équipe là-bas. Puis, je suis aussi restée attachée à leur équipe à travers un PhD que je fais en épidémiologie sur les myopathies inflammatoires. Vraiment très intéressant. Donc, tu nous parles que ta passion pour les myopathies inflammatoires a commencé avec un cas de maladie MDA5 quand on commençait à définir cette maladie-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de comment se fait le diagnostic des myopathies inflammatoires, puis peut-être un mot sur comment ça s'est complexifié au cours des dernières années? Moi, je suis pas sûre que ça s'est complexifié ou plutôt que ça commence à s'améliorer. Moi, je vois ça d'une façon positive. Je pense qu'on avance beaucoup dans notre compréhension des myopathies inflammatoires. Puis c'est certain que notre approche maintenant, en fait, oui, dans un certain sens, ça se complexifie, mais je pense qu'elle nous aide à aussi identifier des groupes de patients qui sont un petit peu plus homogènes. Parce que la question est très bonne dans le sens que les myopathies inflammatoires, c'est vraiment des pathologies multisystémiques hétérogènes. Fait que des fois, ça peut être, complexe d'arriver à un diagnostic, parce que ça peut se présenter, comme tu le sais, de différentes façons. Donc, souvent, on pense à homéopathie inflammatoire quand on a des gens qui se présentent avec, des faiblesses musculaires, subaiguës ou même, aiguës, ou des fois plus chroniques avec des élévations des enzymes musculaires, mais des fois, aussi les patients peuvent se présenter à nous avec de la dysphagie, de la maladie interstitielle pulmonaire, des arthrites, des raches au niveau de la peau, en fait, les dermatomyosites sont, facilement identifiables, à cause justement des raches qui sont classiques, mais il peut y avoir toutes sortes de manifestations au niveau des raches, dans différents sous-types de myosites. Fait que les patients peuvent nous arriver de toutes sortes de façons différentes. Ils peuvent nous être référés par, plusieurs, autres professionnels de la santé. Fait que quand fait que la 1re étape, c'est de l'avoir en tête. Donc, d'avoir, que ça fasse partie de notre diagnostic différentiel, pas juste pour des faiblesses musculaires.
Fait que je pense qu'il faut toujours avoir l'idée que ça pourrait être une myopathie inflammatoire quand on a un patient qui se présente avec la maladie interstitielle pulmonaire ou une arthrite inflammatoire ou de la dysphagie ou ce genre de choses-là. Fait qu'à partir de là, quand on l'a en tête, ben, l'approche diagnostique, ben, comme beaucoup de maladies rhumatologiques multisystémiques, c'est le questionnaire, très, très important, d'aller chercher toutes les informations dont on a besoin pour faire notre diagnostic, puis pour être sûr aussi, on va en parler plus tard, mais que c'est bien une myopathie inflammatoire et que c'est pas une autre, comme on les appelle les mimickers, une autre raison pour laquelle les gens pourraient avoir, par exemple, une faiblesse musculaire. Alors, une fois qu'on a fait une bonne histoire, un bon examen physique pour chercher certaines choses qui peuvent nous mettre sur la piste d'une myopathie inflammatoire, mais ensuite de ça, c'est ce qu'on j'appelle un peu le staging. À savoir, bon, est-ce qu'on peut prouver qu'il y a vraiment de la myopathie inflammatoire avec un EMG, avec un IRM, avec une biopsie musculaire. Ensuite de ça, on a nos panels d'anticorps qui sont très utiles. Ensuite de ça, c'est d'aller voir est-ce qu'on a avec ça des atteintes d'autres organes poumons, peau, arthrite, puis tout ce qui est aussi les manifestations qu'on appelle de chevauchement. Puis ça, les rhumatologues, je pense qu'on a vraiment notre place à jouer là-dedans parce que les myopathies inflammatoires peuvent avoir toutes sortes de symptomatologies qui chevauchent d'autres pathologies rhumatologiques, comme le lupus, comme la sclérodermie, comme le Sjögren. Fait que c'est un peu comme ça une approche globale. Puis tu nous as dit un mot sur les fameux panels de myosite. Puis en fait, je pense que c'est une question qui revient souvent sur comment interpréter ces fameux panels-là. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot? Ben, ça, c'est toujours une bonne portion des, des consultations qu'on reçoit. C'est justement parce que c'est pour de l'aide au niveau de l'interprétation des panneaux de myosite. Fait que pour ceux qui sont un peu moins peut-être familiers avec les myopathies inflammatoires, il y a plusieurs anticorps qui sont spécifiques aux myopathies inflammatoires. Il y en a certains autres qui sont associés par anticorps spécifiques. On peut penser aux antisynthétases comme l'anti-Jo1, l'anti-MDA5 que j'ai mentionné plus tôt, par exemple, l'exposition aux statines, on peut penser aux anti-HMGCR. Fait que tous ces anticorps-là sont dits spécifiques au myosite. Ensuite de ça, on a ceux qui sont associés comme l'anti-RO52, anti-COU, anti-PMSCL. Donc, il y a différentes façons, dans le fond, d'aller dépister ces anticorps-là chez les patients. Souvent, ce qu'on fait, on commence, une fois qu'on a en tête que c'est possiblement une myopathie inflammatoire, je pense que c'est très important de commencer avec un ANA. Donc, puis ensuite de ça, les panels qu'on fait généralement pour nos maladies rhumatologiques, donc les ENA. Puis ensuite de ça, une fois qu'on a cette information-là, juste avec l'ANA, avec le patron d'immunofluorescence, on peut avoir déjà une idée si ça colle ou pas au phénotype qu'on a en clinique. Parce que, par exemple, si on a un patient qui a des symptômes suggestifs d'antisynthétase, par exemple, de la fièvre, de la faiblesse musculaire, des arthrites, du rénal, puis qu'on a un ANA qui est cytoplasmique, ben déjà, ça nous enligne vers peut-être un syndrome en synthétase. Fait que je pense que c'est important de commencer avec ça. Ensuite de ça, ben, on demande notre panel. Puis le panel, il faut quand même avoir une pré-dépistage. Il faudrait avoir déjà une bonne idée de ce dont on cherche. Fait que faire des panels chez des gens qui ont un petit peu des symptômes vagues, puis qu'on n'est pas vraiment convaincu que on s'en va vers une myopathies inflammatoire, ben, c'est là où des fois on se met dans le pétrin. Parce qu'on n'a pas nécessairement une probabilité pré-test très élevée. Puis là, c'est possible qu'on ait ce qu'on appelle des faux positifs au niveau des panels. Fait qu'il faut toujours le mettre en contexte, puis déjà avoir quand même une probabilité pré-test qu'on ait possiblement une myopathie inflammatoire. Ensuite de ça, généralement, puis là, parenthèse, on est dans un contexte québécois, canadien. Nous, souvent, ce qu'on va demander comme panneau de myosite, c'est des line blots. Donc, euh, puis dans d'autres centres, par contre, ça peut être autre chose. Il y a certaines institutions chez qui ça va être l'immunoprécipitation qui va être utilisée ou des ELISA. Fait qu'il faut savoir un petit peu dans notre milieu qu'est-ce qui est utilisé pour dépister les anticorps parce que ça va changer aussi notre interprétation
des résultats. Parce qu'il y a certains anticorps qui vont être moins bien dépistés avec une méthode qu'une autre. Alors, alors ça, c'est une première chose. Donc, ensuite de ça, il faut mettre toutes les choses ensemble. Il faut voir est-ce que notre clinique est suggestive d'un certain sous-type. Regardez notre ANA, regardez si notre ANA corrèle avec le résultat de notre panel d'anticorps, puis essayer de voir si tout ça, ça fonctionne ensemble, si on est capable de tout mettre ça ensemble. Puis des fois, c'est pas facile, puis il faut demander une deuxième méthode, des fois pour confirmer un premier anticorps sur une méthode. Euh, donc, c'est un peu OK. l'approche que je prends. Je, Ouais. je comprends bien. Puis, peut-être une question de plus par rapport au fameux panel. Donc, est-ce qu'on peut avoir plusieurs anticorps positifs en même temps pour un même individu? Puis, est-ce que ça peut nous aider d'avoir plusieurs anticorps ou il faut faire un choix dans notre interprétation? Comment vous abordez cette Hmm, question-là? c'est une bonne question. Souvent, on dit que les anticorps sont monospécifiques. Donc, qu'on s'attend à avoir pour les donc j'ai parlé tantôt qu'il y avait des anticorps qui étaient spécifiques au myosite et d'autres qui étaient associés. Généralement, ceux qui sont spécifiques, on s'attendrait à en avoir juste un de positif. Mais on peut par contre avoir un anti-Jo 1 avec un anti-Ro 52, donc un spécifique et un associé. On voit souvent les associés en combinaison avec des spécifiques. Alors là, on va dire, je sais pas moi, on a un anti-SRP 1+, avec un anti-Mi2 1+, avec un anti-PL12 1+, on va dire. Fait que, ben là, dans ce temps-là, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille qu'il y a probablement des faux positifs, dans certains cas, qu'il n'y en a aucun qui est vraiment significatif au niveau de la clinique. Puis c'est là, des fois, que ça peut nous aider justement de faire la corrélation qu'on appelle clinico sérologique, mettons. Là. Donc, est-ce que j'ai des manifestations cliniques qui fit avec un de ces anticorps-là? Puis, est-ce que les patterns qu'on a, les patrons qu'on a au niveau de l'ANA sont en concordance avec l'anticorps euh, qui est obtenu? Puis ensuite de ça, ben, quand on n'est encore pas certain, ben, ça peut être le moment de demander peut-être une immunoprécipitation ou un ELISA, une méthode confirmatoire pour être sûr, en fait, duquel de ces anticorps-là est le plus significatif. Fait que, personnellement, j'essaie toujours d'en trouver un qui fait du sens ou de décider si je trouve qu'ils font tous pas de sens. OK, c'est bien. Puis, est-ce que ça change quelque chose au niveau du pronostic ou de la prise en charge si on a un anticorps spécifique, puis on a un anticorps associé, versus si on a seulement un anticorps spécifique? Est-ce que ça change quelque chose dans le raisonnement qu'on a par rapport à la maladie? Bien, les spécifiques, c'est certain que les différents positivités nous enlignent sur des choses différentes. Par exemple, si on a la présence d'un anti-TIF1 gamma, bien là, c'est certain, c'est un anticorps qui a été bien décrit comme étant associé à des cancers. Fait que c'est certain que là, ça change notre approche, là, parce qu'on va vraiment faire un dépistage de néoplasie beaucoup plus, euh, euh, je dirais, serré que, que si on a quelque chose comme un anticorps de chevauchement où on voit beaucoup, beaucoup moins de cancer. Fait que dans ce sens-là, les différentes positivités des spécifiques nous aident beaucoup parce que souvent nous enlignent vers des phénotypes puis certains pronostics. Puis des fois, ça peut même être utile quand qu'on décide là, des traitements qu'on va donner. Puis la question du fait d'avoir une combinaison d'un spécifique avec un associé, c'est une très bonne question. Puis en fait, on n'a pas beaucoup, beaucoup de données pour répondre à cette question-là. On a surtout des données par rapport au RO 52, à l'anti-RO 52, parce que c'est fréquent d'avoir d'avoir la présence de l'anti-RO 52 en myopathie inflammatoire. Puis en fait, ce que ça nous indique, c'est que dans certains cas, par exemple en combinaison avec un JO 1 ou en combinaison avec un anti-MDA5, euh, quand on a la présence de l'anti-RO 52, souvent on a un pronostic qui va être un peu moins bon. Donc, une maladie pulmonaire qui peut être plus sévère, peu plus de mortalité. Mais reste que ça, c'est basé sur des petites études, là. OK. Parce que vu
la rareté de la maladie, mais on a quand même des signaux qui nous indiquent que ça pourrait marquer un pronostic un peu moins bon. OK. Donc, ce serait peut-être des patients à suivre plus attentivement ou faire des dépistages plus serrés chez ces patients-là qui auraient la double positivité. Mhm. OK. Par exemple, moi, je fais très attention de bien rechercher la maladie interstitielle pulmonaire chez les patients qui ont une positivité avec un Rho52. Comme on va dire, si c'est un antisynthétase avec un Rho52 ou un MDA5 avec un Rho52. OK, parce que c'est quand même une comorbidité importante des myopathies Mhm. inflammatoires. Oui. OK. Puis là, maintenant, on a parlé, bon, on a notre AMG, on a notre IRM peut-être, on a notre panel, on trouve des anticorps spécifiques. Est-ce qu'on fait ou on fait pas la biopsie musculaire? Est-ce que c'est requis? Ah ben moi, je suis de l'équipe biopsie musculaire. Mais il y a toutes sortes d'approches différentes. Il y a des centres où ils font beaucoup moins de biopsie musculaire que, par exemple, nous, on a tendance à le faire dans mon milieu. Euh, Moi, je vois beaucoup d'avantages à faire les biopsies musculaires. Bon, par exemple, chez une population pédiatrique, ça a tendance à pas être fait parce que c'est quand même quelque chose qui est invasif et c'est pour ça que les critères de classification EULAR et ACR proposent une approche qui est sans biopsie pour compter le score, justement à cause des patients en pédiatrie qui ont souvent pas de biopsie musculaire. Ensuite de ça, même si tu sais, parce que souvent, la question qui nous est demandée, c'est, mais là, j'ai un patient qui a un rash classique de dermatomyosite. Pourquoi j'aurais besoin de la biopsie musculaire? Mon diagnostic est clair, j'ai mon anticorps. Mais moi, je pense quand même que d'avoir la biopsie musculaire, premièrement, des fois, on peut voir des spécificités au niveau de la biopsie musculaire qui nous aident à justement confirmer l'anticorps qu'on a. Parce qu'on, juste en dermatomyosite avec les anticorps, on a des changements à la biopsie qui sont vraiment spécifiques aux différents anticorps dans certains cas. Fait que ça peut venir nous aider à vraiment confirmer notre diagnostic. Ensuite de ça, je pense que dans les cas où le diagnostic est moins clair, c'est extrêmement utile pour faire notre diagnostic. Là. Fait qu'on va dire on n'a pas de rash au niveau de la peau. Euh, des fois aussi, on peut avoir tout ce qu'on va parler plus tard, là, des mimickers. Donc, on peut avoir différentes maladies qui peuvent atteindre les muscles. Puis, quand on fait la biopsie musculaire, ben, des fois, on peut avoir certains signes qui vont nous enligner. Ah, ben, finalement, on n'a pas tant d'inflammation que ça, mais on a telle autre trouvaille qui nous enligne plus vers une maladie mitochondriale ou autre chose. Puis, chez les patients, troisièmement, le bénéfice que je peux voir, c'est des fois, au long cours, nos patients ne vont pas toujours répondre de façon similaire au traitement qu'on met en place. Fait que des fois, ça peut être utile quelques années après, de se dire, de retourner à la biopsie musculaire initiale puis de voir, bon, c'est quoi les trouvailles? Est-ce qu'on pourrait avoir raté quelque chose? Est-ce qu'il y a une prédominance d'un tel type de cellule qui pourrait donner une cible thérapeutique? Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ce matériel-là au long cours. OK. Puis ça fait quelques fois qu'on dit qu'on va en parler. Donc, en fait, quand on a toute cette corrélation-là clinico-sérologico-pathologique devant nous, est-ce qu'il reste des chances qu'on se fasse passer des maladies qui miment nos myopathies inflammatoires? Puis si on n'est pas capable d'avoir tous ces tests-là, par exemple en pédiatrie, comme tu mentionnais, c'est quoi les choses qu'on devrait être le plus vigilant pour être sûr de ne pas se faire passer un de ces fameux mimickers-là ou une maladie qui mime les myopathies inflammatoires? En fait, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent mimer les myopathies inflammatoires. Et quand on approche ces patients-là, ben, tout d'abord, il faut penser aux dystrophies. Donc, les dystrophies qui vont atteindre beaucoup les ceintures. Fait que ça, à toujours garder en tête. Ensuite de ça, ben, il peut y avoir des myopathies congénitales, des myopathies mitochondriales. Il peut y avoir des myopathies qu'on retrouve là, dans les maladies endocriniennes. Fait qu'il faut être sûr de ne pas se faire passer une hypo ou une hyperthyroïdie. L'hyperpara aussi peut donner ça, les syndromes de Cushing peuvent donner des myopathies. Il faut penser à tout ce qui est toxines ou tout ce qui peut être induit par la médication. Donc ici, on pense évidemment aux statines qui peuvent, oui, induire des myopathies auto-immunes, mais qui peuvent juste aussi être toxiques. Euh,
chez les patients qui sont, nous, en rhumato, on en voit beaucoup des patients qui sont exposés aux corticostéroïdes. Ça peut donner des myopathies stéroïdiennes. Puis ça, ben, des fois aussi, il faut y penser quand on a un patient qui faiblit sous traitement, de ne pas penser que c'est nécessairement un flair de sa maladie, mais de toujours garder en tête que si ça fait longtemps qu'il a été exposé aux stéroïdes, ça peut aussi être une myopathie aux stéroïdes. Euh, Ensuite de ça, il faut, dans certains cas, la chronicité de la chose va moins nous enligner vers ça, mais il faut penser aux causes infectieuses aussi. Il y a certaines maladies, puis on pense aux myopathies associées avec le VIH ou avec certains virus là, en zone endémique comme l'HTLV1. Fait que je dirais, il y a quand même toutes ces choses-là qu'il faut garder en tête quand on suit nos patients. Puis aussi quand on voit qu'ils sont réfractaires au traitement, je pense qu'il faut toujours se reposer la question, est-ce qu'on pourrait avoir raté quelque chose? Est-ce que peut-être je ne suis pas en train de traiter une myopathie inflammatoire? Puis aussi, il faut se demander, est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de traiter une myosine à corps d'inclusion chez certains patients? Fait que, fait que tout ça. Puis, je veux dire, ça, souvent, c'est pas un travail qu'on fait juste nous en rhumatologie, là. Souvent, ces patients-là un petit peu plus complexes, qui ont un diagnostic qui est peut-être moins clair au début, ils vont être suivis souvent de façon multidisciplinaire, là. Moi, je suis à la majorité de mes patients conjointement avec des neurologues, là, qui sont spécialisés en maladies neuromusculaires, puis qui, eux, des fois, attrapent certaines choses à la clinique, à l'examen physique ou au questionnaire qui les enligne plus vers justement une maladie neuromusculaire qui n'est pas inflammatoire. Fait que de là, l'importance aussi d'envoyer nos patients en EMG puis en neurologie là, en début de maladie s'il y a un doute pour être sûr qu'on n'est pas en train de partir sur un mauvais track, là. OK, c'est vraiment intéressant. Puis donc, il y a beaucoup d'autres maladies qui peuvent mimer à l'hémiopathie inflammatoire. Puis peut-être que j'ai un biais à cause de mon intérêt pour la maladie IgG4, mais dans la maladie IgG4, dans toutes les personnes qui nous ont envoyé, on sait qu'à peu près 60% des personnes que c'est finalement pas une maladie Mm. IgG4, ça va être autre chose qu'ils vont avoir. Donc, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que c'est un phénomène qui est similaire que vous observez avec les myopathies inflammatoires? Hein, dans vos cliniques, il y a combien à peu près, peut-être un chiffre expérientiel, mais combien de personnes qui arrivent à vos POC finalement sont autre chose? Bien, ça dépend vraiment parce qu'il y a quand même, moi, il y a plusieurs de mes demandes de consultation qui me viennent une fois qu'il y a quand même pas mal du bilan qui est déjà en place. Fait que je dois dire que la majorité des patients qui me sont envoyés, je finis par quand même leur trouver une myopathie inflammatoire. Puis des fois, ben, je me fais référer des patients qui tombent pas dans une boîte précise, mais qui ont de l'inflammation à la biopsie, puis qui n'ont pas nécessairement un autre diagnostic qui a été trouvé, qui peuvent avoir euh, euh, certains symptômes de chevauchement. Puis là, on se demande, bon, est-ce que ça peut faire partie d'une maladie rhumatologique? Des fois, on essaie certains traitements, on regarde s'ils répondent. Fait que je dirais que ma clientèle est peut-être un petit peu différente de ce qui est vu peut-être dans d'autres centres. Mais je dois dire qu'on se fait beaucoup, beaucoup envoyer de demandes de consultation pour de l'aide d'interprétation des panneaux d'anticorps. Puis ça, je dois dire qu'il y a beaucoup de panneaux d'anticorps qui sont faits dans des contextes qui sont peut-être discutables, puis on se retrouve avec des faux positifs, puis souvent, ces patients-là vont pas avoir de myopathie inflammatoire. Donc, quand je parlais de probabilité pré-test, c'est ça. Si déjà, en partant, on a une histoire puis un examen physique qui nous enligne pas vers ça, ben souvent, les gens se retrouvent un peu, pas dans le pétrin, mais ils se retrouvent après ça avec des positivités dont ils savent pas quoi faire, puis on est un peu demandé dans ce contexte-là. Ça, on en voit plus. Ah, OK, je comprends bien. Donc, c'est un peu un environnement niché dans lequel tu pratiques, mais quand même, Mhm. je pense qu'il y a beaucoup de différentiels à garder en tête. Oui, puis c'est pas rare quand même que, puis au long cours, on finisse par se re-questionner, puis qu'on trouve que c'est autre chose. Ça, là, il faut être humble, là. Des fois, après quelques années, on essaie toutes sortes de choses. L'évolution n'est pas une évolution qu'on s'attendrait pour les patients. Puis là, on revisite ça souvent en réunion multidisciplinaire. On rediscute des biopsies
par exemple, puis on se finit par se dire: «Ouais, mais finalement», des fois, on répète une deuxième biopsie, on refait certains des investigations, puis on se réenligne. Fait que je pense qu'il faut toujours garder en tête que c'est quelque chose qui est à revisiter, là, OK. chez les patients qui sont plus réfractaires. Il faut toujours se demander si on a raté quelque chose. Puis dans les choses que vous ratez comme ça, périodiquement, puis que vous reposez des questions, quel genre de diagnostic? Parce que j'imagine que si c'était une infection, quelque chose comme ça, habituellement, ça devrait pas prendre des années avant qu'on se re-questionne? Je sais pas. Ben c'est drôle, mais par exemple, les HTLV1, ben, ça peut arriver que c'est plusieurs années après qu'on finit par faire une sérologie puis qu'on se rende compte ou que l'évolution est plus suggestive de d'une myopathie de source infectieuse. Puis sinon, ben, c'est certainement aussi, tout ce qui est, dystrophie ou, des fois, ça peut être difficile au début, là, la symptomatologie peut être un peu suggestive de myopathie inflammatoire, puis finalement, au long cours, les patients évoluent pas comme on s'attendrait. Fait que je dirais que c'est pas rare que des fois on change, notre fusil d'épaule. Ah OK, moi c'est vraiment intéressant. Je dois avouer que pour le HTLV1, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé spontanément, donc j'ai gardé ça, en note. Donc, bon, tu nous mentionnais tantôt que les stéroïdes peuvent impacter, la force musculaire au cours du traitement. Donc, quand vous avez une nouvelle myopathie inflammatoire, c'est quoi les traitements standards que vous allez débuter? Comment vous abordez le traitement pour ces patients-là qui souvent sont assez comorbides, puis ont souvent des symptômes dans plusieurs systèmes? Ouais, ben, c'est justement, c'est pas facile, puis c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de guidelines, là. Probablement parce que c'est tellement difficile d'arriver avec une recette qui est bonne pour tout le monde. Hem, je dirais que pour aligner le traitement, je pense qu'il faut bien savoir quels sont les organes qui sont touchés par la maladie. Fait que c'est pour ça que c'est très, très important en début de maladie de s'assurer est-ce qu'on a de la maladie interstitielle pulmonaire? Est-ce qu'on a la présence de myocardite? Est-ce qu'on a de l'arthrite? Puis tout ça, en fait, après, nous aide à décider quelle est la première ligne de traitement qu'on va mettre en place. Aussi important de faire le dépistage néoplasique parce que si jamais on trouve un cancer, ben c'est certain aussi que ça va avoir un impact sur qu'est-ce qu'on va choisir de donner à nos patients. Fait que, habituellement, on donne encore, même il y a toutes les nouvelles données qui nous indiquent qu'il faut quand même faire attention à la quantité de stéroïdes qu'on donne à nos patients. On donne quand même des stéroïdes en début de maladie en myopathie inflammatoire. Bon, la dose va changer dépendamment de la sévérité de la maladie à la présentation. Donc, si c'est des cas très sévères, ben, comme dans d'autres maladies rhumato, on va donner des pulses. Mais généralement, on va commencer avec 1 mg kilo. Puis quand on voit que les CK commencent à s'améliorer, que le patient commence à s'améliorer, on peut sevrer. Ensuite de ça, ben moi, généralement, c'est extrêmement rare que je fais juste partir des corticos. Je pars généralement aussi au moins un immunosuppresseur. S'il n'y a pas de maladie interstitielle pulmonaire, donc par exemple, si on a un patient qui a des raches sur la peau, puis de la myopathie, ben je vais aller avec du méthotrexate. OK. Euh, Standard méthotrexate, aux ouais. mêmes doses que pour un arthrite rhumatoïde? Ben moi, souvent, on les amène jusqu'à 20-25. Certains disent sous-cut, dépendamment. Si le patient est très sévère, j'y vais avec sous-cut. S'il est pas trop sévère, ça peut être Péros. Puis ensuite de ça, dépendamment des autres manifestations, ben là, s'il y a de la maladie interstitielle pulmonaire, on peut décider d'aller avec du Cellcept, du mycophénolate mofétil, par exemple. Ou des fois même, quand c'est vraiment très sévère au niveau de la maladie pulmonaire, on peut décider de faire un combo avec Cellcept et Rituxan. Fait qu'il y a différentes choses comme ça qu'on peut faire. Mais généralement, les immunosuppresseurs qui sont utilisés, c'est le méthotrexate. On peut avoir l'azatioprine, qui est un très bon choix aussi, qui est bon pour la maladie interstitielle pulmonaire.
le CECEP, le mycophénolate mofetil. Puis aussi, des fois, on a moins peut-être tendance à les utiliser, mais les inhibiteurs de calcinurine sont de très bons choix pour traiter les myopathies. Ils sont aussi un très bon choix s'il y a de la maladie interstitielle pulmonaire. Ils sont beaucoup utilisés dans les études asiatiques, surtout avec les anti-MDA5. Alors, puis ensuite de ça, ben c'est certain que le rituximab a quand même, ça a été notre premier essai clinique randomisé en myopathie inflammatoire, fait que qui marche bien aussi, mais souvent c'est une question d'accès. Fait qu'on l'utilise pas nécessairement en première ligne parce que c'est puis ensuite de ça, il y a aussi le cyclophosphamide qui peut être utilisé, surtout dans les cas plus sévères, mais qu'on utilise moins maintenant qu'on a accès au rituximab un petit peu plus, facilement. OK, donc c'est intéressant. Donc, on a vraiment une kyrielle de traitements qu'on peut utiliser. Puis moi, j'ai une question un peu. Donc, on entend souvent parler les fameuses immunoglobulines intraveineuses. Donc, comment tu places ce médicament-là dans ton traitement? Est-ce que c'est juste à l'induction? C'est au maintien? Comment tu joues avec ce médicament-là? Oui, c'est les indications pour les IVG en myopathie inflammatoire, c'est pas clair, hein. Hem, il y a des courants de pensée qui disent qu'il faut utiliser les IVG, par exemple, quand les patients ont de la dysphagie ou, bon. Puis pourtant, on n'a pas beaucoup de données qui nous indiquent dans quelles circonstances on devrait utiliser les IVG plus que juste des corticostéroïdes, par exemple, en induction. Par contre, on a quand même des bonnes données qui viennent de sortir pour la dermatomyosite, qui montrent que ça a, un très bon effet sur les rash. Puis, en fait, nous, en clinique, on le voit, là, je veux dire, les IVG, ça marche bien en myopathie inflammatoire pour le muscle, pour la peau. On a quelques données que ça pourrait être aussi avantageux au niveau de l'atteinte pulmonaire. Euh, Moi, je l'utilise, puis c'est vrai que moi aussi, des fois, je le donne à mes patients qui ont de la dysphagie, mais souvent, c'est parce qu'ils sont aussi sévères. Fait que c'est une question de, souvent, quand j'induis les patients au début, que j'essaie de tout leur donner, pour leur donner la chance d'aller en rémission le plus rapidement possible, ben, je vais donner des corticoïdes, des IVG, je vais partir mon traitement. Bon. Puis souvent, des IVG, c'est assez bien toléré aussi, alors c'est plus facile de le mettre en combinaison avec autre chose. Puis chez les patients chez qui on peut pas donner des hautes doses de stéroïdes pour X raisons, ben, c'est très intéressant de pouvoir utiliser les IVG. Puis certainement quand myopathie inflammatoire paranéoplasique ou des fois on est limité dans ce qu'on peut donner, ben, les IVG, ça peut être une bonne option pour nous permettre là, de combiner soit avec les corticostéroïdes ou n'importe quelle molécule qu'on va nous permettre avec l'oncologie de donner aux patients. OK. Puis tantôt, tu parlais, bon, des thérapies avancées, le rituximab. Puis dernièrement, je voyais un peu percoler dans la littérature l'utilisation des inhibiteurs de JAK. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ou c'est quelque chose qui reste plus du domaine expérimental? Ah non, aussi, j'ai oublié de la mentionner tantôt. Mais c'est certain que c'est souvent pas la première ligne. Hem, mais oui, les données, les premiers rapports, en fait, heu, qui sont sortis sur les inhibiteurs JAK, c'était en dermatomyosite. Puis vraiment, là, si vous regardez les images qui avaient été publiées, c'était impressionnant, là, la réponse. Alors, c'est certain que pour nous, dans notre contexte québécois, on n'a pas nécessairement accès. Souvent, il faut essayer autre chose pour ensuite de ça avoir accès aux inhibiteurs JAK. Euh, mais quand on peut y avoir accès, c'est une bonne molécule. Puis c'est pas juste bon pour les rash au niveau de la peau, on a aussi des données, c'est bon pour l'arthrite, ça peut être bon pour le poumon aussi, ça peut être bon pour la myopathie, fait que ça peut être une bonne option. Mais c'est pas nécessairement, c'est pas mon premier choix habituellement. Donc, Valérie, maintenant, un peu pour conclure, qu'est-ce que tu vois qui est le futur dans les myopathies inflammatoires? Qu'est-ce qui s'en vient qu'on devrait surveiller dans les prochaines années? Ben, en fait, je pense qu'il y a des changements qui s'effectuent au niveau de comment parce qu'on n'a pas nécessairement beaucoup, beaucoup parlé de classification pendant qu'on jasait, mais ça a beaucoup changé dans les dernières années.
Donc, parce que pendant longtemps, les myopathies inflammatoires, c'était polymyosite versus dermatomyosite. Puis là, quand on faisait des essais cliniques, on mettait tous les patients réfractaires dans un même groupe, puis là, la moitié, ben, plus que la moitié du temps, souvent, ben, on se rendait, là, on disait, ah, ben, ça marche pas, notre essai clinique ou ce qu'on a essayé ne fonctionne pas. Mais en fait, c'est probablement parce on créait un groupe qui était tellement hétérogène que c'était très, très difficile d'avoir des résultats positifs. Fait que je pense qu'il y a ce changement-là qui se fait au niveau de la classification où maintenant on essaie de prendre des groupes de patients avec des sérologies ou des phénotypes qui se ressemblent plus. Fait que quand on fait les études cliniques, on arrive d'essayer de faire juste les études, on va dire, en dermatomyosite ou en antisynthétase. Ou fait qu'on voit beaucoup les essais cliniques se faire comme ça maintenant. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un petit peu plus de positivité puis d'aide là, au niveau là, des données qui vont sortir pour mieux traiter nos patients. OK. Parce que s'il y a une place où la médecine de précision peut vraiment faire une différence, je pense que c'est dans les myopathies inflammatoires, mais on n'est pas tout à fait rendu là. Mais on voit l'impact là, que les anticorps spécifiques aux myosites ont fait là, sur notre classification et comment on approche le traitement. Ensuite de ça, ben, souvent, ce qui arrive, c'est que c'est tellement hétérogène et rare que souvent on prend les molécules ou ce qui se fait dans d'autres maladies. Donc, ce qu'on commence à voir, mais on n'a vraiment pas beaucoup de cas, c'est l'utilisation du CAR T-cell. Là, ça vient d'être publié en antisynthétase. Donc, peut-être qu'on va voir ça chez un peu plus de patients, puis qu'on va avoir des données dans le futur. Mais je dirais peut-être ça. Puis sinon, ben, la transplantation aussi qu'on voit un petit peu plus. Une autre chose, c'est que souvent, chez nos patients très sévères, par exemple, des patients qui se présentaient avec des maladies interstitielles pulmonaires rapidement progressives, on avait de la difficulté à avoir accès à la transplantation parce que souvent, les gens étaient très euh, peu enclin à vouloir mettre ses patients sous circulation extracorporelle et même de penser que la transplantation pulmonaire pouvait être une option. Puis on a des données qui nous disent que ces patients-là, comme les patients anti-MDA5 par exemple, peuvent avoir des très bonnes un très bon, une très bonne réponse, puis survivre à la transplantation sans nécessairement rechute de la maladie après. Fait que je pense que de tranquillement avoir de plus en plus de centres qui font de la recherche puis qui publient leurs données, ça nous donne différentes options chez nos patients très sévères, en fait, de où est-ce qu'on peut s'en aller pour aller au-delà de l'immunosuppression puis des algorithmes de traitement usuels. Oui, c'est vraiment très intéressant. Donc, on a un futur qui est brillant pour les myosites devant nous. Donc, ben, je remercie beaucoup, docteur Leclerc, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. C'est ce qui conclut cet épisode d'Autour de la rhumato. Si vous avez des questions, des commentaires ou des idées des futurs épisodes, envoyez-nous un courriel à info@rheum.ca ou contactez-nous directement sur Twitter. Notre nom d'utilisateur est CRASCRRHEUM. Autour de la rhumato est produit par David McGoffin, le Dr Dax Ramsey, Erin Stewart et Jean-Sébastien Marié. Nous tenons à remercier le Comité des communications et le personnel de la SCR pour leur travail. Et bien sûr, un merci tout spécial à notre invitée, la Dr Valérie Leclerc. Notre indicatif musical a été composé par Aaron Fontwell. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous une note et abonnez-vous afin de ne pas rater nos prochains épisodes. Vous pouvez également partager ce balado avec vos collègues et le faire connaître sur les réseaux sociaux. Je suis Hugues Allard Chamard. Merci d'avoir été à l'écoute.